raconte. Christophe Andelatte. Voici un crime célébrissime des années 80, qui étrangement n'est connu que sous le nom d'un seul accusé, l'affaire Valérie Subra. Alors qu'ils étaient trois. Mais c'est elle qui a marqué les esprits dans cette affaire. Elle a pâté des messieurs avec un joli compte en banque, elle les chauffait. Après, elle allait ouvrir la porte à ses deux complices, qui les dépouillaient, et qui par 2 fois les ont tués. Une histoire qui à l'époque a suscité un livre de Morgan Sportes, Lapin, et un film du même nom de Bertrand Tavernier. Voici l'affaire Valérie Subra et compagnie, que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Le samedi 8 décembre 1984, à midi, Gabriel est là devant son lycée parisien. Il attend que son père vienne le chercher. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Au bout d'un moment, il va à la cabine et il l'appelle. Son père ne répond pas. Que faire ? Son papa est avocat, maître Gérard Lelédier. Alors il appelle sa secrétaire. Oui, bonjour. C'est Gabriel. Dites-moi, mon père devait venir me chercher. Et ben, il est pas là. Il répond pas. Vous pourriez aller à la maison ? Voir ? La secrétaire a les clés, l'appartement et le cabinet sont communicants. Mais elle est un peu gênée, alors elle appelle une amie de son patron pour qu'elle y aille avec elle. Oui, j'ai eu la gardienne de l'immeuble. Ben, elle me dit que le courrier d'hier est toujours sur le pas de porte et que la lumière est allumée dans sa chambre. Mais il n'ouvre pas. Et les voilà qui arrivent toutes les deux, sur place, rue de Prony, quartier chic du 17e arrondissement. Avec son double, la secrétaire ouvre la porte de l'appartement. Il est plongé dans le noir. Elle allume. L'appartement est sans dessus-dessous. Elle monte à l'étage, idem, le bazar partout. Elle s'approche de la chambre. La double porte est ouverte. Oh, il est là. Il est sur le tapis. Il a les pieds et les poings liés. Et il y a du sang partout. Et son visage, mon Dieu, son visage. Il est couvert d'ecchymoses. Et il est crispé. Il a souffert. Ça se voit. Il est 18h55. La secrétaire appelle police secours. Une équipe de la brigade criminelle débarque. Bon. Eh ben, il a reçu plusieurs coups de couteau, le gars. Hein. Les policiers font le tour de l'appartement et du cabinet. Pas de traces d'effraction. Mais toutes les pièces ont été fouillées. Alors, la victime, Gérard Lelédier, est donc avocat. Il avait 50 balais. Il était divorcé et vivait seul. La première piste qui s'ouvre est donc liée à son métier. Il a peut-être fait l'objet d'un règlement de compte, lié à un dossier qu'il a traité. Un client mécontent ou la partie adverse. Ou alors c'est encore un crime dans les milieux homosexuels. Parce que depuis des mois, il y en a eu plusieurs à Paris. Et à chaque fois, les victimes avaient les pieds et les poings liés. Les policiers de la crime commencent par explorer la piste professionnelle. Les dossiers traités par le cabinet. Ça n'était pas un ténor du barreau, maître Lelédier. Il était spécialisé dans les divorces et les accidents de la route. La piste pro est vite balayée. Reste le crime à caractère homosexuel. Sauf que les amis de Lelédier disent que c'était plutôt un homme à femme. Oh bah avec toutes les nanas que je l'ai vu se taper, je pense pas qu'il était homosexuel, hein, Gérard. Ah, ça non. Non, franchement, je pense pas. Hein. Ok. Mais parfois, surtout dans ces années-là, les hommes cachaient bien leur jeu. Surtout que maître Lelédier avait créé il y a quelque temps une agence matrimoniale spécialisée dans les rencontres gays.
qui ne marchait pas très bien et qu'il s'apprêtait à fermer. En début de soirée, une consoeur, maître Jacoba de Jong, apprend la mort de Leledier à la radio. L'avocat, âgé de 50 ans, a été retrouvé pieds et poings liés, lardé de coups de couteau, dans son appartement du 17e arrondissement de Paris. Elle le connaît bien, Leledier. Elle a fait son premier stage d'avocat avec lui. Alors elle fonce au 36 quai des Orfèvres, et elle a une piste. Oui, ce que je tenais à vous dire, c'est que le cabinet de Gérard, eh bien c'était, comment dire, un défilé permanent de jeunes filles, de très jeunes filles, genre hôtesse, vous voyez, ou serveuse. En fait, je crains qu'il ait fait une mauvaise rencontre. Intéressant. Il avait le démon de midi. En faisant le tour des proches, les policiers découvrent que la veille de la découverte de son corps, le vendredi soir, Gérard Leledier avait un dîner. Il m'avait prévenu qu'il viendrait accompagné d'une jeune femme. Et puis il m'a rappelé pour me dire qu'il viendrait finalement avec une autre jeune femme, de 20 ans. Et il m'a dit aussi qu'il risquait d'arriver tard, et qu'on pourrait se mettre à table sans lui, et qu'il nous rejoindrait quand il pourrait. Et en fait, il n'est jamais arrivé. La dernière personne à avoir eu Gérard Leledier au téléphone ce soir-là, c'est sa mère. Elle l'a eu vers 21h45. Eh bien, il m'a dit qu'il attendait une jeune fille, et qu'il devait l'emmener dîner au jardin de la Boétie. C'est un restaurant. Un restaurant du 8e arrondissement, un peu branché, genre cantine chic. Les poulets vont sur place. Il tombe sur un certain Paul Teclé qui assure les relations publiques du restaurant. Ah oui, je connaissais Gérard. C'était un habitué, Gérard. Mais vendredi soir, je l'ai pas vu. Au passage, les policiers découvrent que ce restaurant, c'était son terrain de chasse, qu'il y distribuait des cartes de visite à toutes les jeunes femmes qu'il croisait. Et que l'endroit est connu pour ça, pour être un lieu où de très jeunes filles viennent aguicher des hommes mûrs. En fouillant l'agenda de Leledier, les flics tombent sur des dizaines de numéros de gamines. Ils les convoquent toutes. Certaines sont mineures, même si elles paraissent avoir plus de 18 ans. Même profil. Jolies, mais faible niveau d'études, avec dans la tête le rêve de percer dans le cinéma ou de devenir mannequin. Elles racontent qu'elles vont au jardin de la Boétie dans l'espoir de tomber sur un producteur, ou un directeur d'agence, ou un directeur de casting. L'une d'elles, qui s'appelle Cathy et qui a 22 ans, raconte qu'elle a dîné avec Gérard 2 jours avant sa mort. Il m'a promis de parler de moi à un de ses amis réalisateurs qui préparait un film. Et vous ne l'avez pas revu, là, la veille de sa mort, le vendredi soir? Ah non. Non, je l'ai pas revu. Là-dessus, 10 jours après le meurtre de Leledier, un autre meurtre a lieu, toujours dans le 17e arrondissement de Paris. Le lundi 17 décembre, Laurent Zarade, 29 ans, ne vient pas travailler à la boutique de vêtements qu'il tient dans le Sentier. En début d'après-midi, sa concierge s'inquiète, elle entend de la musique dans son appartement. Alors elle sonne. Pas de réponse. Alors elle appelle son frère, qui arrive, et qui pénètre dans l'appartement. Un foutoir. La chambre est fermée à clé. Il enfonce la porte. Et il tombe sur le cadavre de son frère, ligoté et en sang. Quand les policiers de la crime arrivent, ils découvrent le corps allongé sur le dos, habillé, la tête recouverte par un peignoir de bain, et le cou serré dans une écharpe de laine, avec des traces de perforation au niveau du poumon gauche.
D'après sa sœur qui vient d'arriver, Laurent Zarade s'est fait dépouiller ses bijoux. Il les avait forcément sur lui. Il les portait tout le temps. Il y avait une bague Trinity de Cartier, une chaîne en or et une montre, une Rolex. Ça suggère un cambriolage qui tourne mal. Mais en même temps, il n'y a pas de trace d'effraction. Et donc Laurent Zarade connaissait peut-être son ou ses agresseurs. Évidemment, les policiers de la crime sont tentés de faire d'entrée le parallèle entre ces deux meurtres. Même quartier, même cadavre ligoté, même coup de couteau, et même profil. Deux hommes célibataires qui ont de l'argent, qui sortent beaucoup le soir et qui aiment les très jeunes femmes. Laurent Zarade était à la tête d'une société de prêt-à-porter du Sentier. Ça marchait bien. Il sortait beaucoup. Le même profil, en plus jeune, que celui de Gérard Lelédier. Les flics apprennent que la veille au soir, il a rejoint son frère et des amis dans un restaurant chinois du 17e. Mais il n'est pas resté, hein. Il n'a pas dîné avec nous. Il nous a dit qu'il avait rendez-vous avec une fille qu'il avait rencontrée la veille, je crois, en boîte. Il a dû dîner avec elle chez lui, parce que sur la table basse du salon, il y a les vestiges d'un repas. 2 assiettes, du saumon fumé, des toasts grillés et du taboulé. Étrangement, l'une des assiettes est vide, et l'autre est pleine. Qui était la jeune fille qui était avec lui ? Assez vite, les policiers identifient la boîte de nuit où Laurent Zarade était la veille de son meurtre. Là où il est censé avoir rencontré cette fille. La boîte s'appelle l'Apocalypse, elle est située dans le secteur des Champs-Élysées. Ah oui, il était là, oui. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu avec une fille. Elle était comment, cette fille ? Elle était brune, assez voluptueuse, vous voyez, avec des yeux noirs en amande, et je dirais une moue, comment dire, un peu mutine. Donc on a une description, mais toujours pas de nom. Le nom, c'est le frère et la sœur de Laurent Zarade qui le trouvent, en allant interroger ses amis du Sentier. Ben moi je connais une fille qui fréquentait ces derniers temps. Valérie Subra, je crois. Elle est vendeuse dans une boutique du Sentier, rue du Caire. Juste à côté de sa boutique. Mais c'est une gamine, hein. Elle a quoi ? 18 ans. Moi je la vois pas du tout mêler un truc comme ça. Et la sœur de Laurent Zarade balance le nom à la crime. Et là, les flics épluchent les carnets d'adresses de Laurent Zarade et de Gérard Lelédier. Elle figure sur les deux, dans les calepins des 2 victimes. Et le numéro correspond à une boutique de la rue du Caire. Le lendemain à 11h, 2 inspecteurs débarquent au magasin. Et ils interpellent Valérie Subra, qui les suit sans problème. Souriante, décontractée, l'air de celle qui n'a rien à se reprocher. Et pourtant elle devrait. Car figurez-vous qu'elle porte autour du cou une chaîne en or. Et à la main, elle a une bague Trinity de chez Cartier. Les bijoux volés à Laurent Zarade. La gamine habite chez sa mère. Les policiers de la crime perquisitionnent l'appartement. Et regarde ce que j'ai trouvé. La carte de visite de Gérard Lelédier. Et on trouve aussi un répertoire dans lequel figure le nom et le numéro de Paul Teclé, le chargé de relations publiques des jardins de la Boétie. Ça sent bon, tout ça. Ça sent très bon. Placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres,
Au début, Valérie Subra tient tête aux policiers. Je sais pas pourquoi je suis ici, moi. Je vois vraiment pas. Si je vous dis que vous avez été vu ce week-end, hein, en compagnie de Laurent Zarade, ça vous parle? Non. Non, ça ne lui parle pas. Mais les questions se faisant de plus en plus pressantes, à un moment, elle désigne un policier, un jeune commissaire qui s'appelle Christian Flèche et qui deviendra 20 ans plus tard le patron de l'APJ. Mais pour l'instant, c'est un bleu. Dites-moi, mademoiselle, d'où viennent les bijoux que vous portez sur vous? Silence. Autre chose. Est-ce que vous savez que Gérard Lelédier et Laurent Zarade, qui ont été assassinés, avaient tous les deux votre numéro dans leur carnet d'adresse? Et la gamine finit par craquer. Moi, j'ai rien fait de grave. Moi, j'ai juste donné les noms. À qui? À qui? Le nom des gars à qui t'as donné le blast des types à braquer. Je t'écoute. Laurent Attab et Jean-Rémy Sarraut. Au passage, ce Laurent Attab, c'est son petit ami, 21 ans. L'autre en a 19. Et cette Valérie Subra est d'une naïveté confondante. Ça va durer combien de temps? Je pourrais être en famille à Noël, vous croyez? C'est pas sûr, ma petite. Alors ils sont où, tes copains? Ben on a rendez-vous, ce soir. À 8h. Dans un restaurant de Saint-Mandé. Et avant, Jean-Rémy doit venir me chercher. Chez moi. Jean-Rémy Sarraut est arrêté au moment où il descend de sa voiture. Et ensuite, les flics se mettent en planque près du resto de Saint-Mandé. Et quand Laurent Attab arrive, il lui saute dessus. Il ne se laisse pas faire, hein. C'est assez musclé comme interpellation. Et les voilà tous les deux en garde à vue au 36. Jean-Rémy Sarraut, 19 ans, est interrogé le premier. Il a une formation de pâtissier, mais il est sans emploi. Son interrogatoire dure 6 heures sans s'arrêter. Et il avoue tout. Il assume. Ma Valérie, elle avait pris rendez-vous avec Gérard Lelédier. À 21h. Soi-disant pour aller dîner. Et nous, à 21h, on est allé sous le porche de l'immeuble. Et elle, à l'intérieur, elle a prétexté qu'elle devait boire un jus d'orange. Elle est venue nous dire que c'était bon, quoi. Qu'ils étaient seuls. Et elle a laissé la porte entr'ouverte. Il raconte qu'ils sont entrés dans l'appartement masqués et armés d'un couteau et d'une matraque. Et qu'ils les ont braqués tous les deux, Valérie aussi, pour ne pas la compromettre. De son côté, Laurent Attab raconte la même histoire, mais lui, il s'agissait de vengeance. Il était avocat, le gars. Et ben c'est à cause de lui que mon frère, il a été jeté en prison. Voilà. Ensuite, ils ont retourné l'appartement. Ils cherchaient un magot, un coffre-fort. Mais Gérard Lelédier leur a dit qu'il n'en avait pas. Il leur a donné 5000 francs. Et en plus, il voulait nous faire un chèque. Ça m'a énervé, ça. Ensuite, ils ont emmené Valérie Subra dans une autre pièce, et ils sont revenus en disant à Lelédier qu'il l'avait tué pour l'impressionner. Et là, ils ont commencé à lui coller des coups de matraque. Même que sa perruque, elle a volé en l'air, à l'autre bout de la pièce. J'ai cru que je l'avais scalpé, le gars. Attab a alors tendu le couteau à Sarraut, et c'est Sarraut qui a poignardé Lelédier au cœur et à la gorge. Et après ils sont partis, il était minuit, et ils sont allés en boîte de nuit. Sarraut avait du sang sur son froc, Attab avait du sang sur ses godasses, et ils ont claqué en bouteille le pognon qu'ils venaient de voler. Voilà
C'est aussi cynique que ça. Ils prétendent qu'ils n'avaient pas prévu de le tuer. Et maintenant, passons au dossier suivant. Le meurtre de Laurent Zarade. Laurent Attab est sur la sellette. Votre montre Rolex, là, monsieur Attab, elle vient d'où? C'est un gars du Sentier qui me l'a vendue. Vous nous donneriez son nom? Moi, je le connais pas, moi, son nom. C'est exactement le modèle qui a été volé à Laurent Zarade. L'oiseau est envoyé en cellule pour le reste de la nuit. Le lendemain, perquisition chez Laurent Attab. En fait, chez ses parents, à Saint-Mandé. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans le placard. Une paire de baskets tachées de sang. Et dans la boîte à gants de sa voiture, les policiers trouvent un pistolet, un 7,65 et un poignard. Le lendemain, assommé par cette accumulation de preuves, Laurent Attab avoue le meurtre de Laurent Zarade. Quasiment le même plan que le premier meurtre. Elle a demandé un jus d'orange, elle leur a ouvert la porte. Ils sont entrés armes au poing, mais cette fois pas cagoulés. Ils les ont trouvés tous les deux dans la piole. Attab a joué les amoureux outragés. Et ensuite, ils lui ont fait croire qu'il pourrait s'en sortir en échange d'argent. Dans l'appart, ils ont trouvé 3000 francs dans la bibliothèque et 1300 francs dans une veste. Et au pied du sapin de Noël, ils ont pris quelques cadeaux, des stylos, des briquets, des montres de luxe. Mais là encore, il n'y avait pas de coffre, il n'y avait pas de lingots. C'est frustrant. Alors finalement, vers 3 heures du matin, ils ont décidé de le liquider. Attab raconte que Laurent Zarade lui a dit « Fais pas ça, on est juifs tous les deux, tu peux pas tuer un frère. » Il dit que ça ne lui a rien fait. Je savais que c'était mon tour de tuer, quoi. Mais je pouvais pas le regarder. Alors Jean-Rémy, il a mis le peignoir sur sa tête. Et là, j'ai commencé à lui donner des coups avec un coup de papier. Mais il était toujours vivant. Alors après, on a essayé de l'étrangler, tous les deux, avec l'écharpe, mais elle a craqué. Alors j'ai dû le finir avec le coup de papier. Et Valérie Subra, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle était dans la pièce d'à côté. Elle regardait des clips à la télé. Et elle a mangé le repas que l'autre lui avait préparé pour le dîner. Comme si de rien n'était. Redoutable. Le problème, c'est que 3 semaines plus tard, Laurent Attab, qui a embauché un ténor du barreau, maître Paul Lombard, le renard argenté, revient sur ses aveux. Il dit qu'il a été maltraité par les flics en garde à vue, qu'il a avoué sous les coups. Le coupable, c'est Jean-Rémy. C'est Jean-Rémy, moi j'y suis pour rien. Ils m'ont forcé à avouer. Alors que les flics ont la certitude que c'est lui, le leader. Pour blinder leur dossier, les policiers mettent la main sur un autre témoin. Elle s'appelle Jessica, elle a 19 ans, et elle est vendeuse dans le Sentier. Et au tout départ, elle faisait partie de la bande. Elle a assisté à une réunion secrète dans les ateliers du père Attab. Mais Laurent, il a organisé tout. Avec Valérie, ils nous ont proposé d'être tous les deux des appâts, si vous voulez. On devait donner rendez-vous à un riche industriel. Il habitait près du parc Monceau. Il roulait en Jaguar. Et elles l'ont fait. Elle dit que le type était charmant avec elle, qu'il leur a offert du champagne, mais qu'elle a repéré qu'il y avait des caméras de surveillance partout dans l'appartement, et que donc elle ne l'a pas senti et qu'elles ont préféré partir. Les garçons se sont fâchés contre elle. Avec ça, Laurent Attab ne peut plus nier.
Alors, qui est ce Laurent Attab qui est capable de tuer pour 3000 francs, qui finissent en bouteille de gin dans une boîte de nuit? Un pauvre garçon, fauché, qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois? Pas du tout, au contraire. Laurent Attab est un triple bourge, un enfant gâté. Il a grandi dans un hôtel particulier à Saint-Mandé. Son père est dans le prêt-à-porter dans le Sentier. Ça marche très bien. Et à 18 ans, le papa l'a collé à la tête d'une fabrique de sweatshirts. Et immédiatement, il s'est mis à rouler en Alfa Romeo. Et à sortir et à payer des tournées, en veux-tu, en voilà. Et puis un jour, on lui a volé son vélo. Et puis le gars lui a rendu le vélo. Et ce gars, c'était Jean-Rémy Sarraut. Et à partir de là, ils sont devenus copains comme cochons. Sarraut, lui, c'est un pauvre gamin. C'est un gamin de la DAS, abandonné par sa maman sur le parking d'un supermarché. Quand il rencontre Attab, il squatte dans un hangar désaffecté, tout près de chez lui. Et l'autre le prend sous son aile. Et il lui fait vivre la belle vie. Sarraut est fasciné par Attab. Pas de doute dans le duo, c'est Attab le leader. L'autre n'est qu'un suiveur. Et Valérie Subra, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Eh bien, elle est fascinée, elle aussi, par Attab. L'argent, la vie facile. L'autre lui en met plein les yeux. Et comment le trio bascule-t-il dans l'horreur? On découvre qu'en novembre 1984, un mois avant les crimes, Laurent Attab dépose le bilan de sa boîte de sweatshirts. Et au même moment, son père a des problèmes. Il est poursuivi par la justice pour des infractions au code du travail. Il doit vendre certaines de ses affaires. Et donc Laurent Attab se retrouve avec un salaire en dessous du SMIC. Il ne peut plus flamber. Il lui faut de l'argent. Il pourrait alors tenter sa chance, je sais pas moi, aux États-Unis, comme ses modèles, les frères Pariente qui ont créé la marque Naf Naf. Il va plutôt se lancer dans des braquages. Et on découvre au cours de l'enquête qu'il y a eu d'autres affaires. Entre l'assassinat de Gérard Lédier et celui de Laurent Zarade, ils s'en sont pris à un certain Henri Lévy, commerçant dans le Sentier. Mais ils ont été dérangés par l'arrivée impromptue d'un ami. Et après le meurtre de Laurent Zarade, ils étaient sur un autre coup. Ils voulaient s'en prendre au chargé de relations publiques du restaurant Les Jardins de la Boétie. Je vous en ai parlé. Paul Téclé. Elle lui avait donné rendez-vous le soir du jour où ils ont été arrêtés. Il l'a échappé belle. Le procès du trio devant la cour d'assises de Paris s'ouvre le 9 janvier 1988. Et il y a du monde dans la salle. Ils ne sont pas venus les voir eux, Attab et Sarraut. Ils sont venus la voir elle, Valérie Subra, l'APA, la meurtrière top modèle comme dit la presse, la menthe religieuse. Quand elle entre dans le box, il ne reste pas grand-chose de la vampe qu'on a vue dans le journal. Imperméable noir, cheveux noirs en arrière, elle baisse la tête et elle pleurniche. Dans le même box, Laurent Attab, lui, n'a Dieu que pour ses parents. Et on comprend vite que c'est pour eux qu'il dit qu'il est innocent. Quant à Jean-Rémy Sarraut, il n'y a personne pour lui dans la salle. Une grande partie des débats porte sur le rôle de Valérie Subra. Et deux versions s'opposent. Celle de son avocat, Maître Pelletier. Contrairement aux deux autres, Valérie Subra n'a pas de sang sur les mains. Et la version de l'avocat de la famille Zarade, Maître Spinner. Je dirais qu'humainement, elle me paraît plus coupable que ses complices.
moment de son réquisitoire, l'avocat général est féroce. Je vous demande de les condamner tous les trois, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 18 années de sûreté. À l'époque, c'est la peine maximale. Et si dans 20 ans, on vous laisse sortir, ça n'est plus dans les beaux quartiers qu'on vous trouvera. C'est à Barbès que vous irez traîner. Merci pour les habitants de Barbès. Les avocats de la défense peinent à trouver des circonstances atténuantes. Paul Lombard, qui défend Laurent Attab, tente de plaider la violence à la télévision. Ne serait-ce que le week-end dernier, j'ai dénombré 140 meurtres dans les programmes de télévision. 140 en un seul week-end. L'avocat de Sarraut rappelle son passé d'enfant abandonné. Et comme toujours, les accusés ont le dernier mot. Laurent Attab se tourne vers la mère de Valérie Subra. « Madame, je suis seul responsable de la dérive de votre fille. » Valérie Subra, tête baissée, répète « Pardon, pardon, pardon. » Et le verdict tombe. Ils sont condamnés tous les trois à perpétuité. 18 ans de sûreté pour les deux garçons, 16 ans pour Valérie Subra. Et là se passe quelque chose de très rare. La mère de Gérard Lelédier, qui est âgée, s'avance vers le box. « Les pauvres petits, je vous plains. Oui, je vous plains. Et je vous pardonne. » En chœur, les trois répondent. « On vous demande pardon, madame. » Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.